Avant de continuer l'émission, je crois qu'il convient d'évoquer un sujet qui risque sinon de revenir régulièrement. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino est un cinéaste qui a bâti une grande partie de sa notoriété sur sa cinéphilie compulsive. Évidemment, il n'est pas le seul dans ce cas, de nombreux réalisateurs ayant choisi cette carrière par amour du cinéma. Mais la cinéphilie de Tarantino s'exprime dans les nombreuses références qu'il place dans ses longs métrages, à travers sa mise en scène, ses décors, les noms de ses personnages, les titres de ses films et, évidemment, dans ses musiques. Là encore, il ne s'agit absolument pas d'un cas isolé, puisque de nombreux réalisateurs recourent au même procédé, comme Joe Dante par exemple, qui a lui aussi la référence facile. Hollywood Boulevard brings you haunted castles, skydiving, water sports, future shock. La différence, c'est que Tarantino revendique cet aspect de son cinéma et en a fait sa marque de fabrique. L'autre différence, c'est que Tarantino va puiser aussi bien dans les classiques d'Hollywood et de la nouvelle vague, un mouvement par ailleurs très cinéphile puisque créé par d'anciens critiques de cinéma, que dans le cinéma d'exploitation et les productions obscures venues des quatre coins du globe. Or, les productions obscures venues des quatre coins du globe, c'est un peu le sujet de l'émission. J'estime ainsi qu'il serait possible de faire un parallèle avec un film de Tarantino environ un épisode sur deux, parce qu'il en prend une musique ou a fait appel à un de ses acteurs. Donc, vous voilà prévenu. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il sera question d'un film réalisé par Antonio Margarete. L'Italie est un pays fascinant en termes de cinéma, avec une production qui à sa grande époque a pu atteindre plusieurs centaines de longs métrages par an. Des longs métrages parmi lesquels nous allons trouver aussi bien des films d'auteur avec des cinéastes comme Fellini ou Rossellini, qu'un cinéma exploitant parfois jusqu'à l'excès des genres populaires et des phénomènes de mode. C'est justement un de ces genres qui va nous intéresser. Le western, plus connu sous le nom de western spaghetti, par opposition au western choucroute ou western paella. Même si le western spaghetti connaîtra lui-même des déclinaisons, telles que les westerns Zapata, consacrés à la Révolution mexicaine, ou encore les westerns Fayot, une variation plus comique dont Terence Hill et Bud Spencer restent les représentants les plus emblématiques. Créer des westerns en Italie, cela n'avait rien d'évident en premier abord. Après tout, il s'agit d'un genre typiquement américain, et largement sur le déclin lorsque le phénomène va commencer. Ce sont pourtant près de 600 westerns qui sortiront des studios italiens en l'espace de quelques années. Donc, que s'est-il passé ? L'explication, il ne faut pas la chercher aux États-Unis, mais bien en Europe. En Allemagne, pour être précis. En 1962 sort Le Trésor du lac d'argent, adaptation d'un roman de Karl May, un écrivain allemand qui n'avait par ailleurs jamais mis les pieds au Far West. Le film raconte les aventures d'Old Shatterhand et de son ami l'Indien Winnetou, incarné par le Français Pierre Brice. Il va connaître un immense succès, à tel point que des suites seront rapidement mises en chantier. C'est aussi ce succès qui va permettre à Sergio Leone, jusqu'alors plutôt spécialiste dans le péplum, de monter pour une poignée de dollars en tant que coproduction germano-italienne. Le film va faire un carton et provoquer l'explosion du western italien. Ce qui nous ramène à Antonio Margarete. Je crois que je vais arrêter là avec cette blague, vous avez saisi. Margheriti, parfois caché sous le pseudonyme d'Anthony Dawson, est l'archétype du réalisateur italien spécialisé dans le cinéma d'exploitation. Quelqu'un capable de tourner des films rapidement, pour un petit budget, et dont la carrière va suivre les différentes tendances du cinéma italien. C'est ainsi que nous le retrouverons derrière des péplums, des films d'horreur, de la science-fiction, des films érotiques, de l'espionnage, et donc des westerns. Si certaines productions vraiment fauchées font qu'il possède désormais sa fiche sur Nanarland, il n'en demeure pas moins un excellent artisan, capable d'accoucher de longs métrages efficaces voire absolument mémorables malgré les contraintes, parmi lesquels Et le vent apporta la violence. Sorti en 1969, Et le vent apporta la violence raconte l'histoire de Gary Hamilton, emprisonné pendant 10 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Libéré, il n'a qu'une seule obsession, se venger de ceux qui ont causé sa perte. Vous l'aurez compris, le scénario ne brille pas par son originalité. Sans même parler du Comte de Monte Cristo, de très nombreux westerns reposent sur la même vengeance sanglante. Et c'est là qu'il faut parler de son acteur principal, Klaus Kinski. Kinski a connu à la fois le meilleur et le pire du cinéma mondial, puisque nous le retrouvons aussi bien chez des cinéastes comme Werner Herzog, David Lean ou Sergio Leone, que dans des productions complètement fauchées. Il faut dire que son caractère ingérable et sa réputation de mercenaire, acceptant à peu près tout et n'importe quoi, ne lui ont pas permis d'avoir la carrière qu'il méritait.
car avec son magnétisme hors norme et son jeu enragé, Kinski ne laisse pas les spectateurs indifférents. Mais malgré des choix parfois discutables, il a participé à de nombreux films absolument mémorables dans lesquels sa prestation est rarement passée inaperçue. Rien qu'en matière de western italien, nous pourrions citer son rôle de bossu dans Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone, de chasseur de primes opposé à Jean-Louis Trintignant dans Le Grand Silence de Sergio Corbucci, ou encore de prêtre révolutionnaire dans El Chuncho de Damiano Damiani. Il n'est donc pas anodin d'avoir un acteur comme Kinski dans le rôle principal, puisque sa seule présence suffit à apporter à son personnage une aura menaçante. Car là où ce film se démarque du reste de la production, c'est véritablement dans son ambiance. Avant de passer au western, Margheriti a réalisé plusieurs films d'horreur à tendance gothique, dans la lignée de ceux de la maison de production Hammer, ou encore des adaptations d'Edgar Allan Poe par Roger Corman. Nous pouvons citer La Vierge de Nuremberg, et surtout Danse macabre, un classique du genre faisant justement référence à Poe, avec Barbara Steele dans le rôle principal. De nombreux éléments de Et le vent apportait la violence renvoient directement à cet héritage du cinéaste. Le film se déroule sur une seule journée, essentiellement de nuit, ce qui est rare pour un western. Et comme si la nuit ne suffisait pas, l'arrivée de Gary Hamilton coïncide avec celle d'une tempête qui doit balayer la région. En prévision de cette tempête, les habitants se sont barricadés chez eux, ce qui donne l'impression que la ville va devoir faire face à la fin du monde elle-même. Pour ne rien arranger, la cloche de l'église va se mettre à sonner pendant une partie du film de manière frénétique, à cause du vent. Dans ce contexte, le héros apparaît comme une sorte de force de la nature, un monstre implacable qui semble avoir été apporté par la tempête elle-même, ce dans le but d'éliminer sa némésis et ses hommes de main, lesquels avaient pris le contrôle de la ville depuis son départ. Néanmoins, Gary Hamilton va progressivement disparaître de sa propre histoire, se dissimulant dans l'ombre pour tuer les uns après les autres et dans l'incompréhension la plus totale, les pistoleros lancés à sa poursuite. Pour autant, Margheriti ne se contente pas de se livrer à un carnage pour la simple jouissance, puisqu'il prend finalement plus de temps pour développer les antagonistes que son personnage principal, montrant que ceux-ci tiennent réellement les uns aux autres. Surtout, il va mettre en avant une seconde histoire, celle du fils de la Némésis, qui à l'instar d'Albert de Morcerf dans le Comte de Monte Cristo, ignore tout du passé criminel de son géniteur. Dès lors, la présence fantomatique de Gary Hamilton va surtout agir comme révélateur des secrets des personnages. Ce n'est pas un hasard si la dernière partie du film se déroule dans un cadre rappelant les demeures victoriennes typiques de l'horreur gothique. Ce n'est pas non plus un hasard si le réalisateur paraît être beaucoup plus à l'aise que dans la ville du Far West qu'il filmait jusque-là, tirant pleinement parti de son environnement, notamment à travers de nombreux et élégants jeux de miroirs. De là à dire que « Et le vent apportait la violence » ne ressemble pas à un véritable western, il faudrait déjà définir ce qu'est un western, ce qui fera sans doute l'objet d'un autre épisode. En effet, le western se caractérise avant tout par un contexte, celui de l'Ouest américain du 19e voire 20e siècle. À partir de là, il s'agit d'un genre offrant de nombreuses possibilités, et il convient de noter que de nombreux scénarios de western pourraient être transposés dans un tout autre contexte. Après tout, Assaut de John Carpenter n'est jamais qu'une relecture moderne du Rio Bravo de Howard Hawks. En même temps, ce film illustre bien un des atouts du cinéma d'exploitation, celui de partir avec des contraintes financières moindres qui permettent une prise de risque plus importante. Le film s'avère représentatif du cinéma italien de l'époque, avec ses cinéastes polymorphes, ses acteurs à gueule et ses musiques souvent inoubliables, ici composées par Carlo Savina. L'Italie avait su développer un véritable savoir-faire en matière de cinéma de genre. Cela ne signifie pas que les quelques 600 western spaghetti sont des chefs-d'œuvre, loin s'en faut, mais ils ont réussi à produire en peu de temps de nombreux longs-métrages mémorables, parmi lesquels Et le vent apporta la violence, qui à défaut d'en être l'avatar le plus caractéristique, n'en demeure pas moins tout simplement un bon divertissement. You can find liberation from a serpent's bite among these.